J'ai invité cette semaine Gilles Kepel. Gilles Kepel pour son journal Passion arabe, une pérégrination pays par pays, partout où s'est produit le printemps arabe. Gilles Kepel, bonjour. Merci d'être là. Vous venez d'écrire un livre assez passionnant, qui s'appelle même tout à fait passionnant, devrais-je dire. Il s'appelle Passion arabe et qui vous résume au fond, qui résume votre vie d'universitaire. Je rappelle que vous enseignez à Sciences Po, que ça fait plus de 30 ans, presque 40 ans que vous écrivez des livres sur l'arabisme, l'islamisme, pas seulement d'ailleurs sur place, mais aussi en France. Et avec ce journal, car c'est un journal qui couvre 2 années récentes, puisqu'elle s'achève au début de l'année 2013, vous avez revisité l'ensemble des pays qui ont connu ce fameux printemps arabe. Et puis vous êtes allé un petit peu au-delà. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de voir un petit peu comment vous analysez les choses pays par pays, puisque ça nous concerne au premier chef, notamment la Tunisie, avant cela, un mot sur le démarrage de ce journal où vous parlez des orientalistes, des arabisants. Au fond, vous avez commencé comme orientaliste, comme arabisant, et au fond, c'est aussi un petit peu presque un bilan de parcours de quelque chose qui avait pris une espèce de mauvaise image. Dire de quelqu'un qu'il était orientaliste, ça faisait un petit peu anachronique. Oui, tout à fait, parce que dans les années 1980, Edward Said, avec son fameux livre L'orientalisme, l'Orient décrit et inventé par l'Occident, avait stigmatisé les spécialistes du monde arabe comme soit des voyeurs, soit des auxiliaires de la colonisation ou de l'impérialisme, si vous voulez. Et plus personne n'osait se réclamer de cela, et puis ça allait aussi avec une espèce de domination des sciences sociales, scientistes, mathématiques, etc. Et ça s'est traduit aussi par la perte de la connaissance de la langue et des cultures de la région. Et moi, j'ai toujours, au contraire, été très partisan du terrain, du voyage, de la rencontre. Et il m'a semblé que, avec les événements, la révolution que connaît le monde arabe aujourd'hui, il était important d'y retourner. Bien sûr, j'ai fait 30-40 ans que j'étudie la région, j'en étudie la langue, la parle, etc. Mais il fallait laisser toutes mes certitudes, si tant est que j'en avais de côté, et retourner me plonger au cœur de ces sociétés, plonger dans leur ressac, quitte à me briser éventuellement sur les rochers de la Révolution. Et je suis allé partout. Et j'ai essayé de rencontrer tout le monde, aussi bien des gens que je connaissais depuis 30 ans. Mon premier livre, Le prophète et Pharaon, qui était ma thèse, c'était sur les étudiants islamistes dans l'Égypte de Sadat. Oui. 30 ans après, ils sont comme moi, ils ont vieilli, ils sont au pouvoir en Égypte. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui me permet d'avoir d'eux une connaissance particulièrement intérieure. Alors, retour sur le terrain peut-être d'autant plus nécessaire pour vous, pour vous-même, que vous avez pu constater que tout spécialiste confondu, au fond, personne n'avait vu venir ce grand soulèvement qui probablement était imprévisible et donc nécessité d'aller revoir sur le terrain les vrais facteurs qui ont déclenché ces mouvements. Oui, qui ont été les catalyseurs, parce que les données étaient connues. L'augmentation de la pauvreté, cette espèce de gouffre entre les richesses énormes accumulées dans les monarchies pétrolifères ou gazières du Golfe et la pauvreté quotidienne, l'augmentation de la démographie, les mouvements islamistes, etc. Mais on n'arrivait pas à trouver le catalyseur, puisque les régimes étaient tellement forts qu'ils réussissaient finalement à tout briser. Et ce catalyseur, très étonnant, ça s'est passé le 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid, une bourgade oubliée de l'intérieur de la Tunisie, où un jeune vendeur des 4 saisons, Mohamed Bouazizi, s'est immolé par le feu. Et à partir de là, ça a été l'étincelle qui a mis le feu, si vous voulez, à toute la plaine. En Tunisie d'abord, ensuite en Égypte, après au Bahreïn. Révolution dont on parle trop peu parce qu'elle a été avortée écrasée 1 mois après par les chars saoudiens. Et puis en Libye, au Yémen, où ça a été aussi un peu écrasé. Et surtout aujourd'hui, dans le drame absolu, la passion au sens christique, puisque nous sommes aussi la semaine de la passion. Et
vendredi, c'est vendredi saint, la mort du Christ. Et cette passion arabe, je l'ai exprimée, j'ai voulu dire par là aussi, la souffrance. Si vous voulez, c'est une immense souffrance. Les révolutions sont quelque chose qui est grandiose en rétrospective, qui change le monde, mais qui, quand on la vit de l'intérieur, y compris la Révolution française ou la Révolution bolchevique ou d'autres, sont des choses qui sont atroces. Bien sûr, avant de regarder les choses un petit peu pays par pays, un regard peut-être un peu plus général, l'exemple qui vient à l'esprit et qui vous vient à l'esprit aussi évidemment pour essayer nous de comprendre où nous nous situons dans quel moment nous nous situons, c'est 1848. Et donc là, vous rappelez à juste titre que 1848, voilà, c'est une flambée, mais très vite les choses sont reprises en main avant que le mouvement ne trouve sa concrétisation des années plus tard. Oui, tout à fait, parce que, en fait, quand on a vu ces phénomènes se développer, l'esprit, quand il voit quelque chose qu'il ne connaît pas, tend à le ramener à ce qu'il connaît pour se rassurer. Ce qu'on a appris dans les livres, les révolutions en Europe. Voilà. Ouais. Alors, donc, quand on a vu les jeunes qui descendaient avenue Bourguiba, place Tahrir, au Caire, qui étaient souvent des jeunes issus de la population éduquée, qui parlaient français en Tunisie, anglais en Égypte et ailleurs. Du reste, le premier slogan de la révolution tunisienne, c'était un slogan en français, c'était dégage, digage, ce qui en égyptien est devenu digag, parce qu'ils ne peuvent pas prononcer le J, ça veut dire poulet par ailleurs, donc ils ont dû le traduire en arabe et dire erhal. Mais ce slogan donc, a donné le sentiment que, au fond, tout ça était très compréhensible. Ils étaient comme nous, ils étaient sur Twitter, sur Facebook, ils parlaient français et anglais, donc tout ça était très compréhensible. C'était des printemps comme le printemps de Prague, pour ceux qui avaient le moins de mémoire historique, ou le printemps des peuples de 1848 auquel vous avez fait allusion. Et l'idée, c'était, ça y est, les Arabes sont entrés dans la démocratie. Après l'Amérique latine qui a chassé ses dictatures, après l'Europe ex-communiste du centre et de l'Est, ça y est, maintenant, ils sont rentrés dans le rang. Et donc, on a encore moins besoin des orientalistes, des arabisants, à la retraite, à la poubelle, etc. Et ensuite, un an et demi après, catastrophe, on met tout à l'envers. Pas du tout, les islamistes gagnent tout, les arabes, il n'y a vraiment rien à en faire. Ben Laden, c'est quand même la référence. Sous Twitter, c'est le djihad, etc. Ouais. Donc, tout est à l'envers. Et en fait, les deux visions sont aussi fausses l'une que l'autre et marquent, dans l'un comme l'autre cas, l'ignorance complète du terrain et de la connaissance des choses. Parce que, bien sûr, ce sont des jeunes issus des classes moyennes sécularisées qui ont été le levain, si vous voulez, du mouvement. Mais derrière l'écran de la télé, l'écran d'Al Jazeera qui était focalisé sur la place Tahrir, depuis les balcons d'un ami à moi qui habite d'ailleurs au 9e étage de la place Tahrir au Caire et qui filmait tout ça, d'ailleurs la métonymie de ce que c'était, de la manifestation qui était très impressionnante, il y a des centaines de milliers de personnes, mais l'Égypte c'est 90 millions d'habitants. Et ces autres, on ne les voyait pas, si vous voulez. Et qu'est-ce qui structurait l'Égypte profonde face aux années, aux décennies de dictature militaire? C'est le système stalinien des frères musulmans qui avait créé, un peu comme le Parti communiste français en Europe de l'Ouest, si vous voulez, son réseau de crèches, de dispensaires, d'écoles, de colonies de vacances, et qui a été capable, une fois que le régime militaire a commencé à vaciller, de mettre en place une structure d'ordre. Et du reste, j'ai une anecdote assez étonnante dans le livre qui commence à Jérusalem, et où je vais en mars 2011 en Israël, à Gaza et en Cisjordanie, donc dans les trois pouvoirs. Et parmi les gens que je rencontre, il y a un responsable militaire israélien avec qui on parle arabe d'ailleurs, c'était assez amusant. Et je lui dis, bon, alors comment voyez-vous l'évolution de l'Égypte? Tout le monde à l'époque était dans le Yukaïda, c'est formidable, Twitter, Facebook. Il me dit, bon, ça va passer, c'est les frères musulmans qui vont s'emparer du pouvoir, ce sont les seuls qui sont une force organisée. Je lui dis, bon, les frères musulmans, c'est pas quand même des philos israéliens extraordinaires. Il me dit, ça n'a aucune importance. Pour nous, le problème, c'est Hamas à Gaza. Pour l'instant, c'est l'Iran qui contrôle le Hamas. Si on veut régler un problème, on appelle à Téhéran, personne ne répond au téléphone. On saura en Égypte quel numéro de téléphone appeler pour gérer le Hamas avec les frères musulmans égyptiens. Et paradoxalement, c'est ce qui se passe, puisque les frères musulmans égyptiens disposent d'un certain soutien de l'administration américaine,
entre autres parce qu'ils se sont remis à garder la frontière avec Gaza. On viendra sur les questions un petit peu internationales, parce qu'il y a en effet les États-Unis, l'Europe, et puis aussi le rôle que joue le Qatar, l'Arabie Saoudite dans les différents clivages. Mais avant, on va regarder un petit peu les choses pays par pays. Vous venez d'évoquer l'Égypte. Il y a deux grands pays, au fond, qui nous sollicitent davantage. C'est l'Égypte, parce que c'est un peu le cœur du problème. 90 millions d'habitants, vous l'avez dit, une position stratégique majeure. Les États-Unis ne peuvent pas s'en détacher, continuent d'ailleurs à financer l'armée égyptienne. Mais vous montrez bien que voilà, c'est une structure presque stalinienne, au fond, qui s'est installée au pouvoir, mais qui est concurrencée par plus radicaux qu'eux, par les salafistes. Et en même temps, vous attirez l'attention au fil de vos déplacements sur ce que vous appelez la Saint-Barthélemy des Coptes. Donc c'est quand même une situation, pour certains des Égyptiens, assez dramatique. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui se passe en Égypte, c'est qu'on a d'un côté le Parti des Frères musulmans, qui est une organisation structurée qui gouverne aujourd'hui. Qui gouverne, plus ou moins, oui. parce qu'ils ont peu de compétences en réalité. Ils se sont construits dans une culture d'opposition toute leur existence, avec une sorte de slogan. Mais qui co-gère le pays avec l'armée aujourd'hui, voilà. c'est à peu près ce qu'on peut observer. Voilà. La réalité, c'est que l'armée est toujours là, et que c'est la structure qui est capable de délivrer, comme on dit en anglais. Morsi, dont j'ai assisté à l'élection dans la province du Fayoum, notamment à la fin du mois de juin, au second tour. En notant que les femmes et les hommes votaient dans des bureaux séparés. Voilà, c'est ça. J'ai tourné un film d'ailleurs avec ce livre qui passera là, au mois de mai sur France 3. Et on a filmé dans le bureau de vote des femmes, qui n'était pas particulièrement gêné qu'on les filme. Et dans une province comme le Fayoum, toutes les musulmanes sont voilées. Les seuls qui n'étaient pas voilés, c'était les Coptes, c'était les chrétiennes. Et qui ont massivement voté pour l'opposant à Morsi, le général Shafik, dernier Premier ministre de Moubarak. Parce qu'effectivement, les Coptes ont été pris dans certaines des manifestations comme bouc émissaire, en particulier une manifestation devant le siège de la télé égyptienne qu'on appelle Maspero, parce que c'est place Maspero, ça. C'est pas François Maspero, mais Gaston, son grand-père, qui était le fondateur du musée égyptien du Caire. Et ils ont protesté parce que la télévision ne rendait pas compte de l'incendie d'une église en Haute-Égypte par des salafistes radicaux. Et l'armée a envoyé les blindés qui ont écrasé, comme des punaises d'une certaine manière, comme des cafards, les manifestants coptes désarmés. Et on a vu ensuite sur YouTube des images hallucinantes de corps coupés en deux, déchiquetés, un peu comme le martyrologe chrétien, si vous voulez. À part que ce n'était pas de la peinture, mais c'était la réalité. Absolument. Le pays qui nous concerne le plus, c'est la Tunisie. Oui. Alors, dans votre cheminement, où vous retournez en Tunisie, etc., vous faites l'éloge d'une figure qui est l'ancien Premier ministre, en montrant bien son pari, qui était au fond calqué sur l'évolution de la Turquie, et donc le refus de la violence et le choix de la démocratie, sauf que, in fine, il a été débarqué. Et que peut-être Ennahda est sur une pente peut-être beaucoup moins sympathique que celle que vous prêtez à l'ancien Premier ministre Jebali. Alors effectivement, je n'ai pas été surpris quand Hamadi Jebali finalement a démissionné ou a quitté le gouvernement. Il l'a fait en prenant un vrai risque politique, c'est-à-dire que ça s'est produit au moment où l'opposant laïque Chokri Belaïd a été assassiné par des gens qu'on n'a pas complètement identifiés, mais dont on peut penser qu'ils appartiennent soit aux milices salafistes radicales, soit à une espèce de nébuleuse qu'on appelle la Ligue des protecteurs de la Révolution, qui sont les nervis plus ou moins bien contrôlés du parti islamiste Ennahda au pouvoir. Et Jebali, en le rencontrant plusieurs fois avant que ce Premier ministre répondant, m'avait frappé par, si vous voulez, c'est un ingénieur des arts et métiers, un Gadzar formé à Paris dans les années 70, réislamisé ici, par cette espèce de sentiment que pour lui, l'enjeu principal, c'était la démocratie. Du reste, il avait comparé l'évolution d'Ennahda à un parti social-démocrate qui s'était détaché des frères musulmans qu'il considérait, lui, comme un parti stalinien, si vous voulez, communiste. Et Ennahda est une nébuleuse contrôlée par le cheikh Rached Ranouchi, qui est un peu son pape, si vous voulez, qui maintient toutes les tendances les unes avec les autres. Et lui représente la tendance la plus moderne, la plus modérée. Et en quittant le gouvernement, parce que finalement, on lui refusait son ministère d'avoir un gouvernement de technocrates, il a pris le risque de s'aliéner
son parti, mais en ce sens, à mon avis, il a pris une stature de chef d'État, une stature d'homme politique qui peut incarner probablement dans la Tunisie de demain l'alliance entre les forces démocratiques, séculières et libérales d'un côté et ceux des islamistes qui considèrent que la démocratie prime sur l'application de la charia. Oui. Alors il y a un absent malgré tout dans votre périple, un pays absent, c'est l'Algérie. Oui, parce que la révolution n'a pas eu lieu. Le Maroc aussi est absent, puisque l'Algérie, d'une certaine manière, a été le précurseur des révolutions arabes, puisque 1989 en Algérie partait également de revendications démocratiques. Elles ont été rapidement prises entre l'étau d'un côté, dans l'étau d'un côté des militaires et de l'autre du FIS et du GIA qui s'en sont emparés et qui ont donné ces la années guerre civile, ce qui fait que civile tout Algérien de notre âge, et même les plus jeunes, a souvenir de cette période absolument atroce où vous étiez arrêté à un barrage, vrai ou faux, je peux se poser dans le fossé et exécuté. Un peu comparable à ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, à part qu'en Algérie, on n'avait pas d'image, alors que la Syrie, ce qui rend cette guerre civile particulièrement atroce, c'est que vous faites Syrie sur YouTube et vous avez des images mais épouvantables. Voilà, on a accès à la réalité en temps dans réel, toute sa immédiate, sans les médias, dans toute sa brutalité. Il y a deux grands clivages qui parcourent ce monde arabe. C'est le clivage sunnite-chiite. Et puis à l'intérieur de chacun des pays, c'est le clivage frères musulmans salafistes. Alors comment voyez-vous, est-ce que le premier chiite sunnite est probablement quelque chose de longue période et qui va contribuer à restructurer l'ensemble de ce paysage? Oui, il me semble que c'est un peu aujourd'hui le point auquel ont abouti ces révolutions arabes, leurs difficultés, puisque il faut bien voir que le monde arabe est très divers. Il y a une zone dans laquelle les révolutions ont eu lieu, ont renversé les anciens régimes, ont mis qu'à un cas en place des alternatives, Tunisie, Égypte et Libye, qui sont des pays dans lesquels les enjeux nationaux priment sur les enjeux internationaux. Quoi qu'il se passe en Tunisie, ça n'a pas changé le cours du pétrole, ni le conflit israélo-arabe, si vous voulez. Alors que dans le Golfe, Bahreïn et le Yémen, particulièrement Bahreïn, unit la majorité chiite en plein cœur des zones gazières et pétrolières saoudiennes et qataries. Là, s'il y avait eu la révolution, ça risquait d'avoir des conséquences à la fois sur le prix du brut et également de bouleverser l'équilibre chiite-sunnite. Donc il y a eu une répression radicale avec les chars saoudiens de la révolution à Bahreïn, et tout le monde, y compris en Occident, a pudiquement tourné les yeux quand ça se passait. Oui. Le chiisme dans la capitale reste Téhéran, et le sunnisme dans la capitale reste l'Arabie Saoudite. Enfin, voilà, en gros c'est ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que d'une part, le monde sunnite lui-même est divisé. Pour ce qui concerne les religieux, disons, entre d'un côté les frères musulmans, donc qui sont un parti politique qui veut conquérir le pouvoir et réislamiser la société par le haut, à partir de la conquête du pouvoir, qui sont des gens qui sont engagés dans la chose politique et qui ont reçu, au cours des révolutions, le soutien à 100% du Qatar. Al Jazeera, la chaîne qatari, s'est fait l'impresario et le sponsor des frères. Le Qatar les a considérablement aidés, en particulier en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Dont on s'aperçoit aujourd'hui que c'est un instrument considérable, Al Jazeera. Absolument. Enfin, ça l'était. Ça l'était au moment des révolutions. Ça a été la principale caisse de résonance. Mais du fait qu'aujourd'hui, Al Jazeera a pris à ce point fait et cause pour les frères musulmans, elle a perdu une grande partie du crédit qu'elle avait conquis parce que les télévisions dans les autres pays étaient complètement de la langue de bois, si vous voulez. Aujourd'hui, en Égypte, en Tunisie, même au Maroc et ailleurs, vous avez des télévisions locales avec une vraie société qui est derrière, qui ont repris, si vous voulez, des grandes parts de marché. En Égypte aujourd'hui, l'impact d'Al Jazeera s'est considérablement affaibli et celui de la chaîne laïque, entre guillemets, On TV, qui était dirigée par Naguib Sawiris, ou celle de Nesma Télé en Tunisie, a pris beaucoup plus d'importance. Alors, donc, cette chaîne, Al Jazeera, a aidé le Qatar à mettre les frères musulmans en scène. Et le Qatar a vu là des alliés. Le Qatar, c'est un tout petit pays, très très riche, mais 200 000 ressortissants. Des alliés pour conquérir une espèce d'hégémonie sur le monde sunnite face à quoi? À l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite qui, elle, soutient les salafistes un peu partout. Pays de 20 millions d'habitants, qui est extrêmement riche,
qui salarient, qui financent des milliers et des milliers d'imams salafistes à travers le monde, y compris dans les banlieues françaises. Qui eux-mêmes peuvent nourrir des tendances voilà, pour la plupart ultra et qui sont pourtant les alliés des États-Unis. Voilà, c'est donc le mélange salafiste. Vous avez globalement une vision du monde qui est une rupture à la base, à la racine, avec les valeurs de la société impie. C'est la réislamisation par le bas, si vous voulez. Et ils considèrent qu'ils prendront l'État après avoir pris la société. Dans l'ensemble, ils ne sont pas politiques. Mais un certain nombre ont basculé en politique et certains se sont radicalisés pour faire ce qu'on appelle le salafisme djihadisme, dont Ben Laden et Al-Qaïda sont un peu le produit final. Si vous voulez. Et les Saoudiens, eux, soutiennent les salafistes contre les frères musulmans, de manière à ce que l'establishment politique égyptien ou tunisien ne soit pas inféodé au Qatar, mais qu'ils aient des moyens de contrôle. Et le paradoxe, c'est que les salafistes, aujourd'hui, sont les principaux bénéficiaires du désenchantement des classes populaires et des déshérités, parce que 2 ans après la Révolution, les slogans de la Révolution, c'était « liberté ». Ça, on ne peut pas dire que ça n'a pas été acquis, si vous voulez, parce que quand on allait dans l'Égypte de Ben Ali, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas penser. Aujourd'hui, en Tunisie, la parole est à peu près libre. Quand vous touchez au blasphème, etc., ça devient un peu plus compliqué, mais globalement, c'est libre. Ça, c'est un fait. En revanche, la revendication pour la justice sociale, malheureusement, depuis 2 ans de dérèglement général, fuite des investissements, fuite du tourisme, la pauvreté s'est considérablement accrue. C'est ça, du reste, qui fait que les gens comme Morsi, qui ont été acclamés, le président égyptien, lors de son élection, le test du chauffeur de taxi que font le journaliste ou l'universitaire pressé, il y a 6 mois, Morsi, c'était ça formidable, il va rendre à l'Égypte islamique sa grandeur. Aujourd'hui, il est voué à l'échafaud. La révolution continue aujourd'hui en Syrie, dans des conditions extrêmement compliquées. Il y a eu récemment une initiative franco-britannique demandant que soit armée l'opposition syrienne. Pas n'importe quelle opposition d'ailleurs. On a bien compris que ce souci franco-britannique allait vers ceux qui, dans l'opposition syrienne, et qui cherchent donc la chute de Bachar el-Assad, sont plutôt du côté laïque, démocratique, alors que la réalité du terrain fait que Bachar el-Assad est de plus en plus face à des djihadistes financés, armés par le Qatar ou par d'autres. Comment voyez-vous vous-même les choses et est-ce que vous considérez que la position franco-britannique est justifiée aujourd'hui ? Alors pour comprendre ce qui se passe en Syrie, il faut le situer dans le contexte régional global. Puisqu'au départ, la révolution syrienne, c'est comme la révolution égyptienne, tunisienne et autres, sont des enfants qui vont écrire sur des écoliers, qui vont écrire sur les murs de la ville de Deraa au sud de la Syrie, la frontière jordanienne. Le peuple veut la chute du régime, Sha'ab yurid isqat al-nizam, le slogan qu'ils ont entendu sur Al Jazeera. Ils sont arrêtés par la police, torturés, les familles sont humiliées. Il y a des manifestations contre l'arbitraire, contre la dictature. Et puis, au fur et à mesure, ça passe à l'opposition armée. Et l'opposition armée n'est pas aidée par les Occidentaux, qui pourtant demandent la chute de Bachar el-Assad, parce que le précédent libyen, c'est pas bien passé, clairement. Le précédent irakien, n'en parlons pas. L'Afghanistan non plus. Donc tout le monde est très prudent. Et puis la Syrie touche à Israël et touche au monde pétrolifère. Donc, si vous voulez, on est dans la clé de voûte du Moyen-Orient. Qui plus est, la Syrie est le lieu par excellence et le champ de bataille entre sunnisme et chiisme. Bachar el-Assad est allié à l'Iran, à l'Irak, aujourd'hui dirigé par les chiites, au Hezbollah libanais, et est soutenu par Moscou. Face à cela, vous avez le régime pétromonarchique, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït et autres, qui souhaitent faire de la chute de Bachar el-Assad leur élément de reconquête de l'hégémonie au Moyen-Orient, chasser l'Iran, qui avait réussi, à travers le Hezbollah et le Hamas, à contrôler, si vous voulez, une partie du jeu israélo-palestinien. Donc c'est la guerre pour l'hégémonie sur la région entre les sunnites du Golfe et l'Iran, autour du contrôle des hydrocarbures, du Golfe et autres, qui est en train de se jouer par personne interposée en Syrie. Et la Syrie est prise en otage de ce conflit. Ce pourquoi les golfiotes financent abondamment les mouvements les plus radicaux de l'opposition syrienne et sa djihadisation. Ils ont des fortunes à leur disposition, ils ont acheté un armement, etc. Alors que l'armée syrienne libre, qui au départ était faite d'officiers déserteurs, pour l'essentiel des laïcs et des démocrates, a du mal à s'imposer sur le terrain. Or, elle ne pourra peser
dans l'avenir qu'à partir du moment où elle a remporté des victoires politiques. Maintenant, est-ce que donner des armes françaises et britanniques à la composante laïque de l'armée, est-ce que c'est réaliste ou non? C'est ça la vraie question, parce que rien n'empêche que celle-ci soit récupérée ensuite par les autres. Et vous savez qu'il y a aujourd'hui un flux de jeunes Européens convertis ou réislamisés qui prennent le charter pour Istanbul puis pour Antioche, qui partent en Syrie, se faire le djihad là-bas très facilement. Comment est-ce que ceux-là vont revenir? Est-ce que ça va poser le même problème de sécurité publique ici? Et est-ce qu'ils vont revenir avec des armes françaises qu'ils auront piquées? En tout cas, donc, ça crée un débat et une angoisse qui est en tout cas, sur les opérations libyennes, on en a vu la conséquence au Mali, au au Nord Mali, sûr. puisque nous sommes obligés aujourd'hui d'intervenir au Nord Mali. Donc c'est une passion arabe passionnante et qui nous promène donc, ou qui nous fait voir vraiment le quotidien et très concret de chacun des pays que vous avez visités et que nous avons à peu près tous évoqués. Il y a un sujet qui n'est évidemment pas traité là, mais qui est aussi une de vos passions et un de vos sujets d'étude. On va le dire en quelques mots, c'est la France et c'est le problème de certains jeunes islamistes qui en France se radicalisent, et c'est le problème posé par l'affaire Mera. Juste comment... Oui, bien sûr, et justement la question du djihad syrien et de la propagation au Mali, de l'éclatement de la Libye, du pillage des arsenaux, sont des questions directement de sécurité intérieure française. Oui. On a arrêté un djihadiste d'origine algérienne en Savoie qui avait été attrapé dans la vallée d'Ametetaï, dans la Drare des Iphoras récemment. Et il va y avoir des soucis indéniablement avec ceux qui sont allés faire le djihad en Syrie, comme ceux qu'il avait fait en Afghanistan ou en Bosnie. Dans les décennies précédentes. Alors qu'on aurait pu penser que le mouvement des libertés, au contraire, ferait à un moment reculer malgré tout l'islamisme radical. Si ces pays-là devenaient des pays libres et démocratiques, on serait évidemment dans une toute autre physionomie. Oui, il l'a fait reculer puisque vous avez des forces démocratiques, des modèles démocratiques. Vous avez par exemple 10 députés à la constituante tunisienne qui sont élus de France, 5 de France du Sud, 5 de France du Nord. Donc vous avez un apprentissage démocratique. Mais en même temps que ça, vous avez aussi des mouvements de radicalisation et de djihadisation qui vont poser certainement des problèmes dans les années qui viennent. Voilà, donc en tout cas, ce livre est à recommander. C'est Passion arabe, donc c'est un journal 2011-2013 qui est le retour sur le terrain par vous-même, Gilles Kepel, orientaliste, arabisant, mais au plus près du terrain, après une œuvre qui était une œuvre évidemment en grande partie aussi théorique, mais néanmoins nourrie d'un certain nombre de recherches. Votre prochain passage sur place, c'est retour en France ou Voilà, là de nouveau je travaille en France, notamment autour des élections des législatives et de la participation des candidats issus de l'immigration au système politique français. À la perspective des municipales aussi. Merci Gilles Kepel. Et donc pour tous celles et ceux qui souhaitaient retrouver les propos de Gilles Kepel, donc Passion arabe, rendez-vous à tout moment sur publicsena.fr.